compassion pour les nécessiteux et aussi leur venir en aide est un don. Cela n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'occuper des personnes vulnérables ou des personnes qui sont dans le besoin. Alors ici, nous avons un cœur qui partage ce qu'elle a avec les autres. Il s'agit du pasteur. Je l'appelle pasteur, c'est une dame, pasteur Dolly Kamba. Elle est avec moi sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes vous-même initiatrice d'une fondation qui porte votre nom. Tout à fait. C'est parti d'où cette initiative? Alors, tout d'abord, comme vous avez dit, il faut avoir un cœur. Je pense que ça fait un bon bout de temps que voilà, j'ai toujours eu, par la grâce de Dieu, on va dire, toujours été sensible à ce qu'il y a autour de moi. Et nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de réalités sociales difficiles. Et je pense que chacun, de son côté, essaye, en tout cas celui qui a le cœur, de faire quelque chose. Mais il arrive un moment où on voulait aller beaucoup plus loin et organiser tout cela. Et c'est de là qu'est partie cette initiative de mettre sur pied la fondation et de pouvoir travailler de manière structurée, on va dire, pour emmener à bien tous les projets que nous avons. Et ça fait combien de temps que vous avez pris cette initiative? Alors, la fondation en tant que telle, elle existe depuis 1 an, on va dire l'année passée, mais ça fait déjà à peu près depuis 2017-2018 que j'ai commencé déjà moi-même, par mes petits moyens, avec les gens qui étaient à côté de moi, à venir en aide à gauche, à droite, comme un peu tout le monde le fait ici au Congo. Mais ça fait 1 an que... ceux qui ont le cœur. Ceux qui ont le cœur à y faire. Parce qu'il y a des gens qui ont assez de biens, ils ont de l'argent, mais ils ne le font pas. Voilà, ceux qui ont le cœur à le faire. Voilà, c'est un petit peu depuis quelques années que j'ai commencé à le faire. Et on va dire 1 an que nous sommes structurés officiellement. En tant que fondation et officiellement. Et vous avez quel champ d'action en fait? Vous œuvrez dans quoi? Alors, on travaille dans la personne vulnérable en général, et particulièrement avec les enfants et les femmes. Quand je dis les enfants, on parle d'orphelinat, on parle d'orphelins, on parle de femmes veuves, démunies, de jeunes filles célibataires, toutes celles-là voilà, qui ne savent pas comment subvenir à leurs besoins, ou alors qui n'ont pas de formation, qui se retrouvent face au coût de la vie sans savoir quoi faire en fait. Principalement ces gens-là qui sont notre champ d'action. Et puis après, s'il y a d'autres cas, on va dire, urgents qui se présentent à nous, on n'est pas insensible, suivant quand et comment. Ok. Qu'est-ce que vous faites exactement avec eux? Est-ce que vous donnez des biens ou vous faites quoi exactement? Lorsqu'on parle d'orphelins, c'est de la prise en charge, c'est-à-dire que ce soit leur donnant les biens de première nécessité, c'est-à-dire manger, vêtements, etc., mais aussi on les soutient dans la formation, on les soutient dans les études, parce qu'il est important que les enfants soient formés. Et dans ce cadre-là, nous aussi, nous œuvrons beaucoup à ce que les enfants soient formés. Donc dans les orphelinats, nous essayons de prendre en charge quelques enfants et de les prendre en charge leurs frais scolaires. Voilà, comme ça se passe un petit peu ici au Congo. Et pourquoi pas, par la grâce de Dieu, plus tard, dans un avenir plus ou moins proche, de pouvoir nous-mêmes mettre en place une structure qui les accueillerait éventuellement. Et c'est quand même difficile parfois sur le terrain en termes de financement. Les besoins sont généralement énormes et ne correspondent pas forcément à ce que vous avez comme financement ou comme argent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? C'est la réalité, vous avez bien fait de le dire, c'est la réalité. Les besoins sont énormes et au jour d'aujourd'hui, clairement, notre fondation, on va dire, fonctionne avec les financements des personnes volontaires, on va dire, 1 ou 2, les personnes individuelles qui sont touchées, qui adhèrent à la cause à laquelle nous aussi adhérons et qui... Fermez la porte, on entend ce qu'ils disent ici. Qui adhèrent justement à ce à quoi nous croyons et qui nous soutiennent. Mais on va dire, c'est de l'autofinancement que nous faisons, on va dire, dans ce projet et avec quelques partenaires bien sûr qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, je leur dis merci parce que sans eux, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas pu faire. Donc, mais effectivement, on n'a pas de grands partenaires ou de... Voilà, qui sait, peut-être qu'en suivant ce que vous faites, ils peuvent venir. Et surtout que vous êtes maman pasteur, vous avez la foi. Vraiment, moi, je bénis Dieu pour... Je tiens à insister, si ceux-là qui, de manière individuelle, le font, avec le ministère, l'église, souvent c'est eux. Beaucoup de personnes sont sensibles à ça et veulent venir en aide. Vous avez quand même la grâce d'avoir une plateforme déjà qui existe. Donc, si vous faites un appel, on va aller à tel endroit. Les gens
sont sensibles à ça. Oui. Mais ce n'est jamais vraiment assez. Oui. Vous savez, chacun donne selon ses moyens. Mais quand il y a beaucoup plus, on a toujours besoin de beaucoup plus dans ce domaine-là. Oui, Donc, tout à c'est fait. un petit peu... Mais on vous voit aussi dans les maternités, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants, comment Pour ça les se deux. passe? Pour les deux, donc la femme est intimement liée à l'enfant. Tout à fait. On veut dire déjà par le fait de donner la vie. Mais c'est parce que la réalité ici, on parle du Congo, et qu'il y a beaucoup de cas sociaux qui se retrouvent en maternité. Et le fait de donner naissance les rend encore plus vulnérables. Ça veut dire que des personnes qui sont déjà vulnérables de base, parce que voilà, la condition sociale est très difficile, se retrouvent avec des enfants. La plupart du temps, sont même incapables de payer les frais pour sortir de la maternité. Et c'est ce que nous faisons, déjà les aider à sortir et aussi acquérir peut-être une petite autonomie, pouvoir aider dans les besoins primaires, vitaux pour ces enfants-là, parce qu'ils doivent vivre, ils doivent grandir, ils doivent être nourris. Donc c'est dans ce cadre-là que souvent nous allons dans les maternités pour venir en aide. La demande est quand même très grande par rapport à l'offre. Est-ce que vous avez des critères de sélection où c'est là où votre cœur bat plutôt, ou comment on dit, cet instinct vous pousse à y aller? Parce que s'il faudrait répondre à tout, vous ne serez pas en mesure. Voilà, exactement. On ne peut pas finir la détresse du monde, comme Oui. on le dit, mais on peut y être sensible du mieux qu'on peut. Et lorsqu'on est sincère avec son cœur, ce qu'on fait touche forcément et porte ses fruits. Vous voyez, la plupart des fois, lorsque nous agissons vers telle ou telle personne, c'est parce que le cœur est touché. Mais c'est aussi par rapport à l'urgence. On a par exemple des personnes qui sont là, qui doivent subir des césariennes, qui sont avérées, on va dire, qui n'ont pas d'argent. Parce qu'on est dans un pays, ça aussi c'est quelque chose, où les soins de santé ont un coût qu'il ne faut absolument pas négliger. On va se retrouver... Et pas pris en charge. Et qui ne sont pas prises en charge. Voilà. Donc ces personnes-là auront besoin, lorsqu'il s'agit du choix de donner la vie. Donc je pense que c'est clair, si nous pouvons le faire, nous allons le faire. Des personnes qui se retrouvent là, mais la maman n'a pas de lait, qu'il faut nourrir cet enfant par un autre moyen, ben nous allons aider, parce qu'il en va de la survie de cet enfant. Vous voyez, par exemple, c'est des tels types de choix qui nous poussent à aller d'un côté ou de l'autre, plutôt. Oui, c'est un petit peu par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de critères de sélection en tant que tel. C'est là où le cœur nous y pousse, et aussi par rapport à l'urgence du moment, est-ce que nous trouvons sur place. On dit aussi vaut mieux prévenir que guérir, parce que si on a un peu plus d'orphelins, généralement, les hommes et les femmes sont responsables. Tout à fait. Mais dans la plupart des cas, la société a tendance à plus responsabiliser la femme. Oui. Est-ce que vous travaillez aussi dans ce sens pour qu'à un certain moment, il y ait une prise de conscience qui passe par l'autonomisation de la femme? Parce que quelqu'un peut avoir cette volonté de pouvoir élever son enfant, mais quand elle se retrouve démunie et elle est au bout, elle se dit pourquoi ne pas lui donner une chance? C'est en fait ça, cet instinct de survie que les femmes ont à un certain moment. Est-ce que vous travaillez avec elles pour leur dire si le planning familial, par exemple, existe? Exactement. Tu peux éviter d'avoir des grossesses. Tout oui. à fait, tout à fait. Nous travaillons aussi sur la planification familiale, parce que c'est vrai effectivement que les enfants qui naissent, un enfant, ça se prépare. Tout à fait. La venue d'un enfant se prépare, la prise en charge d'un enfant se prépare, donc on n'accouche pas seulement pour le plaisir d'accoucher. Bon, certes, Dieu donne et nous disons gloire à Dieu pour cela, mais je pense qu'on peut encadrer tout ça. Et si une femme a l'information qu'on ne peut pas accoucher à tout bout de champ parce qu'on est fertile, je pense que ça va aider aussi à diminuer beaucoup de cas sociaux. Parce que des enfants qui viennent dans un environnement où justement les parents ne sont pas prêts, notamment la maman n'est pas prête, ça fait des enfants désœuvrés qui vont encore empirer les cas sociaux dans la société. Donc nous passons par l'autonomisation, la prise de conscience de la femme, au planning familial, comment planifier ses grossesses, comment prévenir les grossesses non désirées, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec les femmes pour leur enseigner ça. Nous les formons aussi sur cela. C'est vrai que c'est pas facile, parce que, parlons de ma fondation, nous œuvrons dans un milieu qui est très reculé, là où beaucoup de personnes ne sont pas, malheureusement pas toujours très instruites. Très instruites. Donc du coup, il faut déjà passer par les instruire, leur faire comprendre pourquoi il faut savoir ces choses. Parce que c'est vrai que quand elles nous voient, elles ont besoin juste de manger, de boire et c'est tout. Et puis après, voilà. Je pense que le lendemain, voilà, Dieu prend soin du lendemain, c'est vrai, mais donc c'est un petit peu ça. Mais on les fait comprendre qu'il faut prendre conscience. Tout d'abord, qu'une grossesse, ça se prépare. Voilà, un accouchement, ça se prépare, un enfant, ça se prépare, sa venue au monde. Et une fois qu'on l'a, avoir un moyen de pouvoir l'éduquer, le prendre en charge
en ayant une activité professionnelle, par exemple, ou en ayant un métier qu'on connaît, qu'on peut exercer justement pour pouvoir avoir des ressources qui vont nous permettre d'élever cet enfant-là. En faisant les rondes, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des cas qui vous ont personnellement choqué et touché et quand vous rentrez, vous vous sentez un peu déstabilisé parce que vous avez vu? Oui. Alors, bien sûr, ça ne manque pas. Il y a eu beaucoup de cas. Enfin, particulièrement, il y en a un qui m'a touchée. C'était d'une petite fille qui avait été retrouvée abandonnée, qu'on a ramenée parce que nous travaillons avec des orphelinats, dans un orphelinat. Et cet enfant, c'était un bébé, une jolie petite fille. Et cet enfant-là, on l'avait retrouvé dans des poubelles apparemment. D'après ce qu'on dit, sa maman était démente ou folle, comme on dit clairement ici. Et elle avait abandonné son enfant. Donc, cet enfant est venu, mais cet enfant, en grandissant, parce qu'on, comme on l'a suivi, a développé quelques difficultés dans sa croissance. Il n'entendait pas bien, parce qu'apparemment, il avait dû avaler de l'eau ou quelque chose comme ça. Ça a fait que cet enfant-là, c'était très difficile. C'est vrai qu'en rentrant ce jour-là, ça m'avait vraiment fait de la peine. C'est des enfants qu'on voit comme ça, l'avenir qui est bafoué d'un enfant. Si vraiment le Seigneur, par sa grâce, ne suscite pas des personnes pour venir autour, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on se dit, on bénit Dieu pour nous, on se dit quand même qu'on est chanceux. Dieu nous a fait grâce. Et on sensibilise aussi les enfants que nous, on a autour de nous, pour leur rendre sensibles à dire, vous avez quand même de la chance ou la grâce de grandir dans un milieu, voilà. Mais c'est quand même méchant d'aller solliciter une femme en état de démence pour... Très méchant. Ces problèmes, on parle de problèmes sociétaux parce que ça ne concerne pas que les femmes. Il y a ceux on va dire, qui mettent les femmes dans cette situation-là, ce sont des hommes. Malheureusement, des hommes qui n'ont pas de conscience ou méchants, je ne sais pas quelles sont les motivations qui les portent, mais ça fait vraiment beaucoup de peine de voir qu'une femme qui est démente se retrouver enceinte, parce que ces personnes-là... Mais après, il faut quand même aussi avoir le courage de venir ne fût-ce que récupérer l'enfant. Si vous avez fait ça et que vous êtes en état normal, en état normal, vous n'êtes pas fou aussi. Parce que ce sont des cas récurrents. On voit sur la route beaucoup des folles qui sont enceintes. Qui se retrouvent avec des enfants, qui sont enceintes, et puis voilà. On ne se demande pas qu'est-ce que va devenir l'avenir de ces enfants. Moi, je dis que c'est des personnes qui n'ont pas de cœur. Je vais dire, si on sait qu'on a commis un méfait, ou je ne sais pas ce qui nous a poussé à faire une telle action, trouver en tout cas une solution par rapport à ça. Et c'est de la même façon que certaines femmes ou jeunes filles, bon après on ne va pas dire les raisons qui les ont poussées, qui se retrouvent enceintes d'hommes qui après, connaissant leur situation de précarité, les abandonnent, refusent de reconnaître la paternité de l'enfant et les laissent face à eux-mêmes. C'est vrai que c'est difficile, mais je dis aussi à ces femmes, voilà, c'est arrivé, il faut se lever, il faut continuer. C'est dans ce sens-là. Il faut prendre des précautions, surtout ça. Il faut prendre des précautions, il ne faut pas... On ne tombe pas enceinte de n'importe quelle façon. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment beaucoup former les gens. Ce n'est pas toujours facile de leur expliquer ça. La Bible a dit multipliez-vous. On nous le dit beaucoup, certes, la Bible l'a dit, mais nous sommes dans une époque, dans un temps où les conditions sociales sont celles qu'elles sont. Donc, on peut se multiplier en calculant. La volonté de Dieu, certes, s'applique, mais Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Tout à fait. La Bible nous dit. Il y a un cadre dans lequel il faut bien se multiplier. Voilà, il faut se multiplier dans un cadre et bien fait, de manière, bien fait. Pas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Quel est votre plan d'action pour cette année? On est déjà presque à la fin du premier trimestre, début certainement du deuxième trimestre. Qu'est-ce que vous entrevoyez exactement pour la Fondation cette année? Cette année, nous avons comme grand projet en fait, l'ouverture de notre premier centre de formation. C'est un centre de formation de couture pour les jeunes filles et de bureautique pour ceux qui voudront. Et c'est toujours du côté de l'Ansélé, donc dans un coin où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées. Et je pense que plusieurs personnes, en tout cas ça ferait du bien à cette population-là d'être pris en charge. Des fois, les gens ont la volonté de pouvoir apprendre, mais voilà, les moyens manquent, ou alors les structures manquent pour pouvoir les former, voilà, pour pouvoir les prendre en charge. Et il n'y a pas forcément besoin, comme je leur dis souvent, de faire de très grandes études pour devenir quelqu'un dans la société. Il suffit d'une petite formation, il suffit d'améliorer ce qu'on sait faire, il suffit d'être soutenu. Et aussi de la volonté. Avec beaucoup de volonté pour pouvoir arriver à être quelqu'un dans la société. C'est un petit peu ça. Donc un centre de formation, vous en prévoyez combien de femmes déjà pour une première? Pour un début, 20.
20 femmes. Ouais, et progressivement, vous allez rajouter on va rajouter progressivement par rapport à comment on évolue, par rapport à, voilà, aux besoins. Certainement que ça va croître. Hein. On aimerait bien arriver, je ne sais pas où le Seigneur voudra, mais on projette l'expansion et c'est sur ça qu'on vise. Et sur base de quoi vous choisissez? C'est la volonté, c'est le désir que ces personnes nous expriment. Parce que beaucoup de personnes viennent avec des demandes, mais nous leur donnons le choix de pouvoir ne plus dépendre de la bonne volonté, de la main tendue, mais de pouvoir exercer soi-même en apprenant. Indépendante. Être indépendante. Donc ça dépend de ce qu'eux ils nous rendent aussi en termes de motivation. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont motivées, croyez-moi. Il y a beaucoup de jeunes filles, ou même de femmes, qui aimeraient bien sortir de cet engrenage de dépendance en apprenant un métier, en apprenant une formation pour pouvoir le pratiquer. Donc, c'est pas ça qui manque, on va dire, des demandes. Est-ce que vous est arrivé de rencontrer, par exemple, des filles qui se prostituent dans ce coin-là parce qu'elles n'ont rien? Oui. C'est ça la réalité. Justement, c'est pour ça que nous venons avec cette formation pour montrer à la femme ou à la jeune fille que tu n'es pas obligé de vendre ton corps pour subvenir à tes besoins. C'est une fausse excuse, j'aimerais dire, permettez-moi, que de dire c'est trop facile en fait, de dire je vais recourir à ce que j'ai de plus simple, c'est-à-dire mon corps pour subvenir à mon besoin. Ce n'est pas une marchandise, c'est un don, un bien précieux que Dieu nous a donné. Je suis servante de Dieu, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, donc on n'a pas à le souiller comme ça. Il y a des multiples moyens de pouvoir trouver de quoi vivre en apprenant. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire, bien sûr en les exhortant, en leur parlant de la parole de Dieu, mais aussi en leur... J'allais poser cette question. Vous profitez aussi justement de l'occasion pour évangéliser bien aussi sûr, en tant que des moyens chrétienne. Voilà, c'est des moyens que nous utilisons, nous évangélisons. Quiconque vient, on va dire, au sein de notre fondation, connaît déjà, on va dire, ma casquette de pasteur, donc il se peut qu'il va y passer. Il y aura un petit peu le serment. Que ça ne soit pas une condition. Non, ce n'est pas la condition du tout. Pour adhérer ou pour non, ce n'est pas du tout la dons. condition. Oui. Non, on n'oblige pas, les gens ne disent pas non, il faut faire partie de l'église ou faire partie de l'assemblée, être chrétien, même pas. C'est juste qu'en tant que... on va dire sensibilisatrice, forcément, on ne donne que ce qu'on a. Si ce que moi j'ai profondément, moi c'est la parole de Dieu, forcément, lorsque je vais donner mes conseils, je vais glisser ces choses-là. Après, de manière à ce que la personne le reçoive aussi positivement. Donc, c'est un petit peu ça. Mais après ces formations, il faudrait penser aussi à rendre de manière effective, autonome ces femmes, c'est-à-dire donner un peu des financements ou acheter, par exemple, des kits, des kits métiers, des machines, je ne sais pas. Vous y avez pensé? C'est quelque chose auquel nous avons pensé. Nous sommes en train de travailler dessus. C'est pour ça que je dis que les besoins sont énormes. Il y a énormément de besoins. Donc tout ça nécessite du financement, tout ça nécessite des partenaires, tout ça nécessite des personnes qui veulent travailler avec nous. Et comme je dis au sein de la Fondation, il n'y a pas que, on va dire, besoin de finances en tant que tel. Il y a besoin aussi d'expertise professionnelle. Nous parlons de profession, nous parlons d'apprendre des métiers. Donc on a besoin des professeurs qui sont capables d'apprendre. On a besoin des formateurs, des formatrices qui peuvent le faire de manière bénévole, voilà, pour apprendre à ces jeunes des métiers, etc. Tout ça sert à pousser la Fondation et à la faire servir au bien communautaire, on va dire. Malheureusement, le journalisme nécessite beaucoup, sinon moi aussi, ça y est. Ça va être avec plaisir. J'allais aussi, pourquoi ne pas partager mon expérience avec les autres. C'est bien ce que vous faites. En termes de financement, c'est quand même, c'est là le point culminant. Hein. On le voit souvent. Les gens commencent et puis après ils arrêtent quand on se voit. Mais comment avec votre initiative, comment ça évolue? On n'a pas eu des financements, on s'est arrêté. Jusqu'où Madame Dolly peut aller avec ce projet? Le plus loin possible, le plus longtemps possible, j'aimerais que cette initiative se pérennise, reste, continue et soit toujours là. Parce que le but on va dire un bon leader, c'est celui qui a la capacité de pouvoir transmettre sa vision à d'autres. Nous sommes dans une fondation, donc plusieurs, donc c'est pour ça que je dis que ça ne dépend pas de moi, c'est une fondation. On pose les bases, on structure, mais plusieurs personnes peuvent venir, Mme César peut venir aujourd'hui dire, voilà, j'aimerais faire partie de la fondation, je viens avec les moyens que j'ai, la connaissance que j'ai, je fais partie et on avance. Donc aussi longtemps que le Seigneur nous permettra de le faire et aussi longtemps qu'il y aura des personnes qui sauront nous accompagner, je pense qu'on ira loin. Vous n'avez pas d'ambition politique ou d'agenda caché derrière cette initiative? Agenda caché dans quel sens? Non. Devenir député. Vous savez, on a vu des gens qui ont commencé comme ça, c'était proposer des bases. Hein. Le social et la politique
on ne peut pas se voiler la face sans intimement lier. Le politique a besoin du peuple, de la même façon que le peuple a besoin que la politique fonctionne correctement pour qu'il puisse vivre correctement. Donc, ce n'est pas exclu de voir quelqu'un qui œuvre dans le domaine social se retrouver dans la politique. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. Il peut, je dis il peut, c'est conditionnel, ça peut ou pas, il peut arriver à un moment où il y a certaines dimensions, certaines actions qui peuvent ou qui doivent être posées dans le cadre de la société, qui doivent faire appel à l'aspect politique. Et très souvent, c'est à ce moment-là que les personnes peuvent se retrouver, on va dire, devoir prendre cette casquette pour pouvoir porter loin leur projet. Simplement, soit il faut être financé, soit il faut avoir quelqu'un derrière, soit il faut avoir quelqu'un qui nous porte pour pouvoir mener très très haut nos objectifs ou nos projets. Donc pour moi, la politique et le social sont liés. À un moment ou un autre, ça se croise. Voilà pourquoi je donne toujours cet exemple. Moi, j'ai fait les études à l'étranger. Souvent, dans les facultés de sciences sociales, c'est très souvent lié avec la politique. Oui. Ou alors, ils prennent un tronc commun et à un moment, ils se séparent. C'est pour dire que c'est intimement lié. On ne peut pas les dissocier. Donc, si un jour on vous voit député, qu'on ne soit pas surprise. Bon, ça peut être ailleurs. De manière tacite. Ça peut être ailleurs. C'est ça, ça peut être dans la politique ou ailleurs, mais cela n'empêche pas que quelqu'un qui est dans le social se retrouve dans la politique, parce que forcément, quand on a des ambitions au bout d'un moment pour aller loin, ça fait partie aussi de certains facteurs, on n'a pas dit, pour lesquels beaucoup de personnes arrêtent leurs actions sociales, parce qu'il arrive certains moments où ils font face à certaines réalités. Bon, si on n'a pas d'accompagnement, si on n'a pas assez de courage, ben, on baisse les bras. Vous voyez un petit peu ça, c'est la réalité du terrain. Donc voilà un petit peu ce à quoi je peux répondre. Donc on peut venir avec ne pas avoir du tout d'ambition politique, et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on avance, qu'on se rend compte, on est dans une société où il faut se prendre en main. Voilà, une personne X, Y décide de se retrouver pour pouvoir porter ses projets et finaliser ce dont il... Vous êtes en même temps pasteur, oui. Vous êtes épouse d'un pasteur, vous êtes dans le social, autant de casquettes qui se rapprochent, hein, c'est pas tout à fait dissocié. Comment vous faites pour rester équilibré? La gestion, j'aimerais dire, comme toute femme ou tout être humain qui a plusieurs casquettes, je pense qu'organiser, c'est le plus important. Tout doit être organisé. Autant je suis pasteur, autant vous êtes journaliste, autant il y a des femmes politiques, autant il y a des médecins qui travaillent à point d'heure, qui ont des enfants, des familles, des maris, qui doivent gérer. Je pense que le tout fonctionne de la même façon. On se fait accompagner, on se fait aider, on a du monde autour de nous pour prendre en charge des nounous s'il le faut. On se fait aider du mieux qu'on peut pour pouvoir voilà, mettre nos ambitions ou nos projets par ordre, essayer de les faire les uns après les autres, si je peux dire. Donc je m'organise. C'est facile d'être mon pasteur? Épouse d'un pasteur. Épouse d'un pasteur. On prend la casquette d'épouse de pasteur. C'est pas facile d'être épouse de pasteur parce qu'il y a beaucoup de contraintes, on va dire, auxquelles, en tant que pasteur, le pasteur emmène à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire qu'il a le poids de son travail qui l'emmène à la maison forcément. Et qu'il faudra gérer. Voilà. Et la famille, les familles de pasteurs, souvent, ils portent le poids du travail de leur papa. C'est un travail social. Hein. On ne dit pas « je suis pasteur à l'église et je rentre à la maison, c'est fini pasteur, je mets à la poubelle ». Non, ça nous suit, c'est un appel, c'est une vocation. Donc forcément, le poids de cet appel-là nous suit, même dans notre maison. Donc en tant que femme de pasteur, bien sûr qu'il y a des réalités qui ne sont pas toujours faciles. On est près de l'humain, on est près de l'homme. Donc, et l'homme est très... Voilà, c'est pas une science exacte qu'on étudie. L'homme change, l'homme a des émotions, des sentiments. Tout à fait. Il agit différemment, il faut le prendre. Voilà, tout ça là est lié et ça fait que ça peut impacter. La gestion des fidèles femmes, ça entre dedans. Bon, la gestion des fidèles femmes, c'est comme la gestion des fidèles hommes. J'ai dit, certes, elles sont là, on ne va pas se cacher la face. Il y en a qui viennent parce que chacun vient avec ses intentions, on le dit, mais ça dépend des principes qu'on s'impose. Voilà, je pense qu'une relation de couple, quelle qu'elle soit, elle doit être basée sur certains principes. Ça vous pousse à devenir dur. Je n'ai pas vécu cette expérience avec vous, peut-être vos fidèles vont le dire, mais j'ai vu des mamans pasteurs qui, en amont, elles se disent bah, « moi, je ne rigole pas à l'église, je suis dure envers les fidèles ». Ce n'est pas le fait d'être ou de se donner une face dure devant les fidèles qui va empêcher. J'ai toujours dit, lorsque quelqu'un
veut vous faire du mal, il utilisera tous les moyens pour le faire. Lorsque quelqu'un a décidé, surtout les femmes, on connaît la ténacité de certaines, a décidé de pouvoir s'acharner sur vous, elle le fera d'une façon ou d'une autre. Donc ça ne sert à rien. Comment se comporter? Il faut être soi. Je pense qu'il faut avoir des principes, il faut savoir qui on est et être à sa place simplement. Je veux dire, chacun à sa place. Que je sois femme de pasteur, femme de ministre, femme de musicien, femme d'ouvrier. Les hommes en tant que tels, ils sortent, ils sont exposés à des tentations. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, la femme doit connaître où est sa place. On va dire certes pour les femmes de pasteurs ou pour les hommes qui sont publics, c'est beaucoup plus fort, mais je pense que tout dépend de la base, des principes qu'on s'est dit et aussi des principes qu'on se donne dans son foyer, de la façon dont on le conduit. Et quand arrivent des moments d'incertitude, si ça arrive, il faut en parler. Vous avez le droit d'être jalouse? Ça, c'est la première. J'aimerais dire... De le manifester, la deuxième. Je pense que manifester la jalousie... Quand vous êtes vraiment convaincu que la personne là, elle n'a pas des bonnes intentions, surtout qu'on sait que les femmes ont des intuitions. On parle à son homme. Je veux dire, cette personne-là, elle vient. On ne va pas forcément entrer en défi ou en concurrence avec quelqu'un. En fait, j'estime qu'on a sa place. Oui. Où on est. Madame ou la femme d'eux ou l'épouse d'eux. Donc, ce monsieur-là, on va dire, il nous a choisis. Il nous a mis là où il nous a mis. Et on a notre place. Bien sûr, on a notre rôle, mais c'est à nous d'être dur. Si on doit parler de dureté ou de sévérité... C'est envers son homme, son époux. C'est envers son époux. OK. En fait, la personne qui vient... nous, on est à l'église, on reçoit toutes sortes de personnes. De genres de personnes peuvent venir comme ça et après se rendre compte qu'en fait, finalement, ce que je fais, c'est mauvais. Et je donne ma vie vraiment au Seigneur. Une vraie conversion. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi qu'elle fuit. Si elle n'a pas ça trouvé... peut arriver aussi. Si elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, ça peut aussi arriver qu'elle fuit. Oui. Mais ça peut arriver aussi qu'elle soit interpellée. Tout dépend de l'amour. Je ne dis pas forcément toujours que c'est facile. Hein. Oui. Tout dépend de l'approche qu'on a envers cette personne. Voilà, Jésus est venu pour les faibles, pour les gens vulnérables, les pécheurs. Et nous en recevons des fois des cas dans des... Voilà. Donc après, c'est à nous aussi de savoir, d'avoir cette capacité-là de porter, voilà, de savoir... Mais ça peut aussi être inverse, où c'est vous qui êtes sollicité et papa sent que là, ma femme est en danger. C'est dans les deux cas. Hein. On parle d'une relation. C'est pour ça que je dis la relation de couple, elle doit d'abord être solide. Il doit y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'explications, si je peux appeler ça comme ça, beaucoup de clarification. Si on a un doute, sincérité et de aussi. Sincérité. Si on a un doute, autant exprimer son doute ou son questionnement à son partenaire et puis régler ça. On vous dit aujourd'hui, vous ne sortez pas, vous n'allez pas prêcher. Je trouve ces pasteurs-là suspects envers vous. On va discuter de ça. On va parler de ça. Et puis voilà, après, on est la femme, l'épouse de quelqu'un. Donc, c'est à nous de gérer notre foyer. Je pense, c'est comme les femmes politiques. Tout à fait. C'est beaucoup de sensibilités qu'il faudrait gérer en même temps. Voilà, ça fait parler le mot sensibilité qu'il faut gérer. Et puis, On a fini cette émission. On va revenir sur la fondation. Oui. Hein, c'est ce qui vous porte à cœur par rapport à la situation sociale. Quel est votre appel aujourd'hui par rapport à ceux qui nous suivent et surtout vos attentes par rapport aussi à ceux qui bénéficient de ces gestes de générosité que vous posez à certains endroits? Alors, tout d'abord, j'aimerais déjà remercier les personnes individuelles qui nous soutiennent déjà dans ce projet, les membres de la fondation de Lichi Lombo Kamba. J'aimerais vraiment les remercier pour leur soutien. Et aussi, nous faisons appel, bien sûr, à tout partenaire qui souhaiterait en savoir un peu plus sur notre fondation. Pourquoi pas s'investir, marcher avec nous, suivre avec nous ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Vous avez un siège ici? Oui, on a un siège ici à Nsélé, à Bibois. Okay. Si après vous êtes sur Facebook au nom de la fondation? La fondation en tant que telle, on a une page Facebook, mais je vais donner les informations qu'il faut après pour que les gens qui veulent avoir des images puissent le voir. Et aussi ceux qui veulent poser des gestes. Ceux qui veulent poser des gestes, ceux qui veulent venir voir sur place où se trouve la fondation, les bureaux, etc. Ils peuvent passer. OK. Voilà. Mais alors, donnez les contacts s'il est faut. Alors, les numéros de téléphone, je vais donner les numéros de contact. Bon, là, présentement, je ne les ai pas, mais à la fin de l'émission, je vais vous les donner pour que d'accord, il n'y a pas de souci. Ceux qui voudraient entrer en contact avec nous via le secrétariat de la Fondation, ils peuvent le faire. Merci, pasteur
Dolly Kamba, j'aime bien vous appeler comme ça. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.